Arthur. Mort au champ d'honneur. Les 12 salopards de Robert Aldrich. Alors Robert Aldrich est né Nanty. Son papa et sa maman avaient beaucoup de sous. Alors ils lui ont fait faire des études intéressantes comme économie politique. Et puis Robert, ça l'intéressait pas du tout. Lui, sa passion, c'était le cinéma. Alors il est devenu l'assistant de metteurs en scène célèbres tels que Fred Zinman, Richard Fleischer, William Wellman, Jean Renoir pour L'Homme du Sud, Charlie Chaplin pour Les Feux de la Rampe. Et son premier film, c'est Alerte à Singapour, sans grand intérêt. Mais que remarque Burt Lancaster, et il engage Robert Aldrich pour lui faire tourner Bronco Apache et Veracruz de chef-d'œuvre. Alors, les films bien connus, disons, d'Aldrich, c'est bien sûr Qu'est-il arrivé à Baby Jane, c'est Pas d'orchidée pour Miss Blandish, c'est Les 4 du Texas, des choses comme ça. Et puis surtout un polar formidable, très court, très rapide, qui s'appelle En 4e vitesse. Très beau. Avec l'argent qu'il a gagné avec les 12 salopards, Robert Aldrich va monter ses studios, ses propres studios, à Londres d'ailleurs, et ça va s'appeler les Famous Players. Et ça va se casser la gueule, il va faire faillite, et ce qui va l'amener à dire, et finalement, des studios, c'est comme les belles-mères, on n'en a pas besoin. Maintenant, on nous réclame. Alfred, comme d'habitude, un Lovelet. Alfred, donnez-nous à chacun de ces messieurs un Lovelet. Ils en ont bien besoin. À tout âge, à toute heure, en toutes circonstances, en été, en hiver, buvez Lovelet. Lait pasteurisé, homogénéisé et chocolaté, une boisson très agréable qui vous maintiendra en forme et vous conservera bonne humeur. Lovelet, une production France Lait. Sélection des meilleurs laits français. Vous avez compris. Allez tout simplement chez votre pâtissier. D'une réputation mondiale et inégalée, la pâtisserie française met à votre disposition une variété infinie de délicieuses et nourrissantes gourmandises. Faites confiance aux spécialistes qui contribuent au renom de la gastronomie française. Achetez la pâtisserie chez votre pâtissier. Balzac 0001, Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris. Après le journal, la dernière séance continue avec un thriller antiraciste et ambitieux de Martin Reed, c'est L'homme qui tue à la peur, avec l'acteur de la soirée, John Cassavetes. Alors, à la mort de John Cassavetes, son épouse, la délicieuse et succulente Gina Rollins, déclara tendrement « En tant que metteur en scène, c'est un terrifiant perfectionniste. En tant qu'acteur, je l'adore, et en tant que mari, je le hais. » À vous, amis du journal. Comment on verra? L'essentiel de l'actualité, présenté par Christine O'Krent. Tout de suite, le soir 3. Rappelez-vous, c'est le samedi que nous nous retrouvons désormais à 22h30, juste après Soir 3. Pour le reste, Jamais sans mon livre, ce sont toujours des livres et du plaisir. Première émission ce samedi, en compagnie entre autres de Jean Rouault. Samedi 22h30, Bernard Rapp, c'est Jamais sans mon livre sur France 3.
Soldier. C'est le nouveau Jean-Claude Van Damme. Un flic du futur tout en muscles, en armes et en action. En vente en vidéocassette et disque laser. Pour vaincre le cancer, adressez vos dons à la Ligue nationale contre le cancer. Ligue nationale contre le cancer, boîte postale 2000, Paris 13e. Il y a un nouveau Hollywood Light sans sucre. Son goût dure longtemps. Longtemps. Depuis très longtemps. Un nouveau Hollywood Light sans sucre, au goût qui dure. Qui dure longtemps. Nouveau Hollywood Light sans sucre, un goût qui dure des siècles. Une lessive compacte? Non, merci. D'accord, c'est plus pratique, mais j'ai l'impression que ça dure moins longtemps, que ça revient plus cher et que ça ne lave pas mieux. Pour vous, Ariel invente le système 3P. Nouveau poids, nouveau prix, nouvelle propreté. Dans les compacts, il y a moins de poudre, ça doit faire moins de lavage. P comme nouveau poids. Voici le nouvel Ariel Ultra 3 kg. Si concentré qu'avec moins de poudre, il fait le même nombre de lavages que le 5 kg classique. Ça, c'est nouveau. Et le prix? P comme nouveau prix. À l'usage, le prix d'Ariel Ultra 3 kg est comparable au 5 kg classique. C'est bien. Mais est-ce que ça lave mieux? P comme nouvelle propreté. Aujourd'hui, Ariel Ultra élimine encore mieux les taches de graisse tenaces. Regardez ce pantalon taché de graisse, là où d'autres laissent des traces. Avec Ariel Ultra, c'est impeccable. Avec tout ça, ça vaut le coup de l'essayer, le nouvel Ariel Ultra. Système 3P, nouveau poids, nouveau prix, nouvelle propreté. 3 raisons de changer pour le nouvel Ariel Ultra 3 kg. Y'a vraiment pas d'heure pour en manger, du bâton d'auberger. De Justin Bridou. La nouvelle Honda Accord est très belle. Et son prix vous donnera encore plus envie de venir l'essayer. Jusqu'où ira Honda? Attention, voilà les poux. Vite, Itax. En aérosol ou en shampoing, avec Itax, sauf qui poue. La politique, c'est simple. Hein. Vous avez à droite la droite. Vous avez à gauche la gauche. Hein. Le centre au centre. Regardez, je glisse la droite vers le centre, ou la gauche vers le centre. Je mets la dévaluation, je mets le franc, le problème du marque, et je me demande où est la droite, où est la gauche, où est le centre. Sur Europe 1, chaque matin, Alain Duhamel, Jean-Pierre Elkabbach, Catherine Ney, Jean Boissonnat, les meilleurs analystes de la vie économique et politique de 7h à 9h. Italo Dance Volume 2. Toute la chaleur sexy des discothèques italiennes. Les plus grands succès, les plus grands artistes. Italo Dance 1 et 2, les deux font la paire. Le cinéma et l'audiovisuel français pris au piège du commerce international et de l'accélération technologique. Demain, une nouvelle chaîne américaine inondera la France par satellite. Les États-Unis souhaitent inclure les produits culturels dans les négociations du GATT pour déréglementer le marché européen. Les professionnels français s'insurgent. Jusqu'où peut aller l'exception culturelle? Le combat est-il déjà perdu face au rouleau compresseur américain? Jacques Toubon, le ministre de la Culture, et Jacques Rigaud, le président de RTL, sont en direct nos invités. Bonsoir. Durcissement sur le front de l'emploi. Face à la vague de licenciements annoncée ou confirmée hier par différents groupes industriels français, le Premier ministre adresse aux patrons un rappel à l'ordre et d'abord aux dirigeants des entreprises publiques, priés d'intégrer la dimension sociale dans leurs priorités. Xavier Bodin-Hule. Des salariés de Giat Industrie qui manifestent contre le plan social qui concerne 2300 emplois. 2300 à ajouter aux 13 000 suppressions de postes annoncées hier dans de grandes entreprises industrielles. Ça ne plaît pas du tout à Édouard Balladur. Nous avons demandé aux entreprises d'abord qu'il n'y ait pas de licenciement dans toute la mesure du possible. Toute la mesure du possible. Deuxièmement, qu'il y ait des plans sociaux. Mais dans un communiqué cet après-midi, le Premier ministre va plus loin. Il tape du poing sur la table. Les entreprises ne doivent pas penser seulement à la productivité financière, elles doivent, de manière immédiate, intégrer la dimension sociale. Des propos qu'approuvent les syndicats, mais ils constatent aussi amèrement des contradictions. Quel paradoxe! À un moment où le gouvernement et tous les acteurs dans ce pays veulent faire de l'emploi une priorité, démonstration est faite que dans les entreprises, on continue à penser la modernisation, la compétitivité contre l'emploi.
Donc trouvons des solutions, osons des réductions du temps de travail, osons du développement de la formation, utilisons tous les recours possibles en alternative au licenciement. Et Force ouvrière va plus loin, en demandant au gouvernement de bloquer tout licenciement pendant 6 mois et se dit prêt à terme à l'épreuve de force. Il faut essayer d'avoir des mouvements qui soient très démonstratifs. Pour que M. Balladur change d'orientation économique, il faut qu'il y ait des pressions énormes sur lui. Pas simplement une gêne de 24 heures. On ne peut répondre aux agressions dont nous sommes l'objet à l'heure actuelle que par quelque chose qui soit une grève interprofessionnelle. Une grève peut-être, mais après les débats sur la loi quinquennale. En attendant, il y aura des mobilisations catégorielles. Demain, les salariés des banques sont appelés à la grève pour défendre leur retraite. Et sur le terrain, en Picardie, Jacques Chirac apporte son soutien au projet de loi quinquennale sur l'emploi. Il appelle à un changement de mentalité pour lutter contre le chômage. L'information n'est pas encore confirmée des deux côtés, mais elle pèse déjà lourd dans l'évaluation des chances de la paix, signée il y a 3 jours à Washington. On annonce à Tunis ce soir qu'un accord vient d'être conclu entre le Fatah, la principale composante de l'OLP, et les islamistes de Hamas. Un accord qui interdirait tout recours à la violence entre les deux camps et éviterait ainsi une forme de guerre fratricide entre Palestiniens. Surtout en politique, il arrive qu'un lapsus en dise plus long qu'une longue esquive et son pesant de langue de bois. Il menace même, le lapsus, les professionnels les plus coriaces. Écoutez donc Charles Pasqua s'adressant tout à l'heure à Édouard Balladur. L'un va rougir, l'autre pas. Tendez bien l'oreille. Isabelle Billet, Xavier Bodin-Hulin. Je peux vous annoncer aujourd'hui que le moratoire qui devait expirer le 31 octobre sera prolongé de plusieurs mois. Un peu de temps, peut-être interrompre, si vous permettez, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre. Il me semblait que c'était devant un conseil national. Les agriculteurs de la coordination rurale s'essoufflent. Au 2e jour de leur action, il ne restait plus qu'une quinzaine de barrages dans la région parisienne. Les responsables de l'organisation ont tout de même décidé de poursuivre leur mouvement par des actions symboliques. Et puis réaction ce soir de la FNSEA face au refus de la Commission européenne de réouvrir les négociations sur l'accord Blair House. La Commission n'a pas le pouvoir de décider de l'avenir de l'Europe. Le gouvernement nous a dit réouverture de Blair House ou la crise. S'il n'y a pas réouverture de Blair House, il faut aller jusqu'à la crise. Bientôt la paix en Bosnie, c'est ce qu'annoncent les médiateurs européens de la conférence de Genève. Après plusieurs jours de négociations secrètes, ils ont décidé de convoquer tous les belligérants pour signer un accord de paix mardi prochain à Sarajevo. Nouveauté du plan de paix, il autorise l'éclatement de la future Union bosniaque en entité indépendante, chacun pouvant décider de quitter l'Union quand il le souhaite. La France prête à accorder un crédit de 300 millions de francs au Kazakhstan. C'est François Mitterrand qui l'a annoncé quelques heures après son arrivée à Alma-Ata. Le président français effectuait une visite de 24 heures pour nouer des relations commerciales avec cette république, économiquement la plus riche après la Russie. Les urgences hospitalières sont mal en point, c'est ce que révèle un rapport qui sera remis demain à Simone Veil. Son auteur, le professeur Steg, parle d'accueil défectueux, d'attentes trop longues et de manque crucial de personnel soignant qualifié. Il préconise une réforme en profondeur. Il faut réfléchir à une restructuration en profondeur qui va nécessiter plusieurs années en tenant compte de ce rapport dont on souhaite qu'il n'aille pas au tiroir. La rencontre Nantes-Valence ce soir en match aller de la Coupe de l'UEFA, match nul 1-1. Premier but superbe du Nantais Wedek. Les Espagnols ont égalisé quelques minutes plus tard. La qualification se jouera le 30 septembre en Espagne. On s'était habitué au fil des mois à faire du GATT l'épouvantail de nos campagnes. Voici que la fièvre saisit à leur tour les professionnels de la culture, qui sont aussi parfois des industriels. Pas question d'inclure le cinéma et l'audiovisuel dans les négociations commerciales comme le demandent les Américains. Depuis quelques jours, c'est l'union sacrée. On a entendu Jacques Toubon et Jacques Lang, son prédécesseur, tenir le même discours au mot près à Venise. Et hier soir, à Strasbourg, Alain Carignon, le ministre de la Communication, a réussi un joli coup en entraînant jusque dans l'hémicycle du Parlement européen le Gotha du cinéma français qui a défendu, chacun à sa manière, l'exception culturelle.
La culture n'est pas une marchandise, ce n'est pas un produit comme un autre, c'est ce que martèlent les Français face aux autres Européens et surtout face aux Américains. Les Américains qui dominent en force le marché des images et qui, après avoir longtemps négligé le marché européen, veulent maintenant l'investir. Dernière preuve en date, Ted Turner, l'un des mastodontes de l'audiovisuel américain, lance demain une nouvelle chaîne sur l'Europe et sur la France. Pierre Friedenreich nous en dit plus. 126 chaînes. Pierre en captera une de plus demain. Après Depardieu en turc, les phénomènes de foire au Mexique ou les remèdes miracles des charlatans italiens. Pour moins de 3000 francs, cette parabole sur son toit lui permettra de capter TNT, la chaîne du rire et du rêve. Il est certain que si j'ai le choix demain entre la 10e rediffusion de Columbo ou une variété que j'ai déjà vue et Basic Instinct, le dernier de Schwarzenegger, Les Aventuriers de l'Arche perdue, moi, j'hésite pas, je prends le cinéma. En plus, la chaîne est gratuite. Dessins animés la journée, films en soirée. 24 heures sur 24, doublés ou sous-titrés en français. TNT, la petite dernière de Ted Turner, une chaîne qui ne coûte rien, ou presque. Une quarantaine de salariés, pas de studio ni d'émission, tout est déjà en boîte et amorti depuis longtemps. Les 2500 films et 8000 dessins animés du catalogue seront diffusés de Londres. Londres, pour une raison toute simple, que dénonce d'ailleurs le CSA. En émettant depuis Londres un programme en français, cela permet d'éviter de contourner la réglementation française. Un des membres de la communauté européenne nous a donné l'autorisation d'émettre. Donc, nous considérons que nous sommes autorisés dans tous les pays de la CE. Et ce membre, c'est l'Angleterre, qui respecte en effet la réglementation communautaire prévoyant une majorité de production européenne dans les programmes. Mais elle le respecte exclusivement sur l'hertzien. TNT est diffusé par satellite. Aujourd'hui, par exemple, on n'a pas le droit de passer des films l'après-midi du samedi, le samedi soir bien entendu, et ces chaînes arrivent, ils vont passer des films aux horaires dits interdits. Donc ça veut dire que quelle que soit la qualité de ciné-cinéphile, quelle que soit la qualité de ciné-cinéma, je suis battu. Moi j'aime bien les combats, mais à armes égales. Les diffuseurs français, Canal+ en tête, inquiets de cette concurrence qu'ils jugent déloyale, ne sont pas seuls. Alain Carignon, Jacques Toubon, mais aussi Jack Lang et même François Mitterrand plaident pour la défense de l'identité culturelle dans l'audiovisuel. L'union sacrée donc, même si certains songent à composer. Ted Turner, il arrive de toute façon, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Donc je crois que le plus important est que les programmes français, la production française, en tirent le maximum de bénéfices. Comment ? Il y a une manière qui est simple, c'est de faire passer Turner sur le câble, dans nos conditions, sous nos conditions, ce qui va nous procurer des recettes supplémentaires pour financer les programmes français. TNT sur le câble, refus catégorique du CSA. C'est donc par satellite que Ted Turner va contourner notre ligne Maginot. Et la France, il faut le rappeler, a sa propre réglementation beaucoup plus restrictive que les directives communautaires sur lesquelles s'appuient les partenaires de la communauté, et ils se sont plus ou moins entendus là-dessus. Jacques Toubon, bonsoir. Vous êtes le ministre de la Culture. Au-delà des problèmes de l'audiovisuel proprement dit, vous êtes parti en flèche dans ce combat. Mais est-ce qu'on ne découvre pas un peu tard en France l'enjeu industriel et commercial de la culture ? Non, pas du tout, parce que c'est dès la fin de l'année dernière, dès 1992, que l'Europe a pris la position, et le mandat a été donné à la Commission, de négocier une exception culturelle au sein du GATT. Ce que je voudrais dire, c'est d'abord deux remarques préliminaires. Nous ne faisons pas la guerre au cinéma américain. Le cinéma américain a donné un certain nombre des chefs-d'œuvre de la culture universelle, et nous l'aimons. Mais nous faisons la guerre à l'écrasement de notre capacité de faire des films par les Américains. Et puis deuxièmement, je voudrais dire quelque chose. Dans le GATT, les affaires de la défense, par exemple, ou les affaires de la santé n'existent pas. Il est prévu que le GATT ne les concerne pas. Est-ce que la culture n'est pas aussi dans la même situation? C'est-à-dire, ça n'a pas une valeur marchande. C'est une industrie, c'est un commerce. Mais c'est plus que ça.
Et ça a une autre valeur. Et je crois que l'affrontement aujourd'hui, c'est un affrontement de philosophie. La philosophie marchande d'un côté et la philosophie culturelle de l'autre. Si on les fait s'affronter dans le GATT, c'est clair que c'est la philosophie marchande qui gagnera. Et donc, il ne faut pas qu'elles s'affrontent. C'est pour ça que nous disons exception culturelle. Que la culture ne soit pas, à l'intérieur du GATT, soumise à des règles, par exemple, celle de la clause de la nation la plus favorisée, qui ferait que notre système, qui nous permet de produire des films ou de les diffuser, eh bien, les Américains pourraient en bénéficier. Quand vous allez au cinéma, Christine, vous versez 11% sur votre billet pour soutenir la production du cinéma français. Eh bien, demain, ces 11%, ils iraient aussi au studio d'Hollywood. Croyez-vous qu'ils en aient besoin? Non, mais c'est vrai aussi quand on va voir des films américains, et c'est évidemment déjà le cas en France. Le point de vue maintenant de Jacques Rigaud. Jacques Rigaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de RTL, administrateur délégué de la CLT, la compagnie luxembourgeoise qui contrôle aussi la CIS, et vous êtes en fait le seul groupe véritablement multinational et délocalisé qui opère en France. Pour vous, est-ce que c'est un combat qu'on engage trop tard? D'abord, je ne suis pas délocalisé. La CLT est à Luxembourg et dans d'autres pays européens. C'est un combat qu'on engage en effet beaucoup trop tard et qu'on engage mal. Bon, sur le principe, sur ce qu'a dit Jacques Toubon, sur le fait que dans le GATT, il ne doit pas y avoir la culture qui n'est pas pour nous une marchandise comme les autres, nous sommes un peu les seuls à le penser. Les Américains ne le pensent pas du tout. Pour eux, la culture est une marchandise. Elle est peut-être autre chose aussi, mais elle est avant tout une marchandise. Nos partenaires européens n'ont peut-être pas une conviction aussi forte que la nôtre. Mais je crois qu'il faut se battre. Et sur ce point, je suis à 100% d'accord avec le combat de Jacques Toubon et d'Alain Carignon. Mais le problème concret qui se pose aujourd'hui, c'est celui des chaînes Turner. Et là, la ligne Maginot de notre hyper-réglementation montre ses limites. Le CSA, dans sa gravité, interdit aux câblo opérateurs de reprendre ces chaînes. Bon. Si ce qui reste à prouver, ces chaînes sont émises conformément à la législation britannique, je crois qu'il sera difficile de s'opposer durablement à ce qu'elles passent sur le câble, ou alors ça aura une conséquence au moment même où le gouvernement veut développer le câble, inciter les gens à s'équiper pour le recevoir, ils s'équiperont en satellite. Et est-ce que le même problème ne s'applique pas au-delà, encore une fois, de la chaîne Turner, à l'ensemble des industries culturelles, cinéma d'abord? Autrement dit, est-ce que les réglementations nationales qui ont permis en France, par une politique de soutien active au cinéma, de préserver le cinéma français, est-ce que cette réglementation ne va pas être mise à mal par nos partenaires européens, sans même parler des Américains? C'est à craindre, mais je crois qu'il faut bien distinguer deux choses. Tout ce qui, dans notre système, est incitation, encouragement à la production, et qui a du sens et qui devrait en garder, et tout ce qui est restriction, quota, etc., ça va nous exploser à la figure d'ici peu de temps. Et je crois qu'il faut prendre le problème tel qu'il est. Il y a les chaînes Turner, il y en aura d'autres demain, il y aura des chaînes brésiliennes ou autres qui pourront intéresser le public. La vraie question est de savoir si on peut durablement, par des règlements, interdire, parlons clairement, aux téléspectateurs d'étendre leur liberté de choix ou d'avoir ces chaînes, ou est-ce qu'il faut être offensif? Moi, j'ai une proposition. Il y a 2 ans, parce que nous sommes sans doute luxembourgeois, mais aussi français, j'ai renoncé à lancer une chaîne de Luxembourg, qui aurait été une chaîne de fiction, parce que toute l'industrie du cinéma a hurlé, que le ministre de la Culture de l'époque m'a pratiquement menacé d'embastillement, etc. Nous y avons renoncé. Mais demain, je suis tout prêt à lancer une chaîne de fiction en français, avec des produits essentiellement français et européens, et je suis bien sûr, par satellite bien sûr, et par le satellite Astra. Si nous n'allons pas sur le satellite Astra, si nous considérons là encore pour le satellite qu'il y aura un bon petit satellite français, avec un bon bouquet Canal+, bien de chez nous, et qu'on est absent du reste, il se passera ce qui risque de se passer. Et par conséquent, je crois que nous devons, chaque fois que les Américains lanceront une chaîne, en lancer une autre, qu'elle soit française, qu'elle soit anglaise, qu'elle soit allemande, avec un multison, et jouer la compétition. Et je suis bien persuadé qu'entre un mauvais film américain et un bon film français, les téléspectateurs choisiront. Oui, Christine, où Jacques Rigaud a raison, c'est que je pense que les techniques vont forcément dépasser et neutraliser les réglementations. Donc, la solution, ce n'est pas le protectionnisme. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que nous proposons.
La solution, c'est d'être offensif. Et pour être offensif, ça veut dire quoi? Il faut faire des programmes, il faut avoir de l'argent pour faire des programmes, il faut faire de bons programmes que veuillent voir tous les publics. Et d'autre part, il faut aussi se placer là où les Américains sont le plus forts, c'est-à-dire sur la distribution. C'est pour ça, par exemple, que j'ai proposé qu'on crée un groupe français, un groupe européen de distribution qui soit l'égal des grandes majors américaines. Donc je dis qu'il faut être offensif, c'est clair. Et c'est pour ça que nous voulons protéger ce qui fait notre originalité, c'est-à-dire la capacité que s'est donnée la profession en France de produire des films, de produire de l'audiovisuel de qualité et qui soit capable de se vendre. Alors, concrètement, quelle est notre marge de manœuvre? Et est-ce que dès lundi à Bruxelles, où doit avoir lieu une réunion cruciale sur le volet agricole du GATT, est-ce que la France va essayer d'imposer à ses partenaires de la communauté d'examiner au moins l'exception culturelle, alors que les autres plaident pour ce qu'ils appellent pudiquement la spécificité culturelle? Il faut savoir que la position actuelle, le mandat qu'a reçu la Commission, puisque vous savez que dans le GATT, c'est une des difficultés, c'est la Commission, et M. Léon Britten en particulier, à l'intérieur de la Commission, qui négocie pour l'ensemble des États de la communauté. Le mandat qu'elle a, pour le moment, c'est celui de l'exception. On ne l'a pas, pour l'instant, autorisé à négocier les affaires culturelles à l'intérieur du GATT, et par exemple, selon un régime de spécificité. Car à partir du moment où on met le doigt dans le GATT, les principes du GATT s'appliquent. Clause de la nation la plus favorisée, non-discrimination, ce qui veut dire que nos systèmes qui nous aident à produire seraient mis en cause. Je voudrais faire une autre remarque. Sur l'affaire du câble et du satellite, j'ai une opinion personnelle. Je ne suis pas le ministre de la Communication, je suis le ministre de la Culture, mais j'ai une opinion personnelle qui m'est inspirée par la situation canadienne. Au Canada, tout le monde est câblé. Et c'est ce qui a permis au Québec de conserver en matière de télévision et d'audiovisuel une certaine et même une forte identité. Donc je plaide pour ma part pour un fort développement du câble, pour un fort développement des programmes du câble, parce que sur le câble, on a le moyen, effectivement, de jouer sur le contenu de ce qui passe dans le câble. Alors que vous le savez très bien, avec le satellite, à moins de prendre une loi qui interdise les paraboles, mais je pense qu'au nom de la liberté individuelle, naturellement, on ne le fera pas, avec les satellites, on est désarmé. Et c'est en ce sens, je crois que, probablement, il faut moderniser notre conception des choses, en poussant vers le câble ce que nous n'avons pas assez fait aujourd'hui. Et est-ce qu'on a une chance d'être suivi par les autres Européens? Jacques Rigaud, vous qui les fréquentez beaucoup à Luxembourg et ailleurs? Vous savez, les autres pays européens partagent avec nous un goût pour les bons produits, de quelque nationalité qu'ils soient. Moi, je le vois en Allemagne, où maintenant que notre chaîne RTL gagne de l'argent, elle produit énormément. On n'a pas plaisir à faire une chaîne avec du produit venant de l'extérieur. Je crois que toute chaîne qui se respecte a envie de faire un produit correspondant bien au goût du public. Simplement, ce qu'il faut, c'est que nous ayons davantage de curiosité européenne. C'est-à-dire qu'on s'intéresse davantage aux produits des autres, qu'on diffuse davantage, et pas seulement dans les films et dans les documentaires, et pas simplement dans le haut de gamme comme Arte, des produits d'autres pays européens. Vous savez, l'audiovisuel européen, c'est un beau thème de discours. Il faut vraiment faire beaucoup plus dans le sens d'une interpénétration des audiovisuels européens. Absolument. Il faut une sorte de préférence européenne, c'est-à-dire que les Allemands préfèrent, par exemple, des programmes français, les Français des programmes allemands, plutôt que des programmes américains. Et c'est ça le nœud de la chose, en fait. C'est que nous pouvons faire de très bons films, nous pouvons faire de très bonnes émissions de télévision. Le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse les voir. Et quand moi, je dénonce, par exemple, les ententes, les positions dominantes des distributeurs américains, c'est tout simplement parce qu'ils empêchent le spectateur d'avoir la liberté de choix. Il faut qu'on puisse être diffusé dans les salles et être diffusé sur les canaux de télévision. C'est ça que nous demandons. Nous retenons cette recommandation. Jacques Toubon, Jacques Rigaud, merci donc pour ces éclairages sur un autre volet particulièrement tout aussi complexe finalement que le volet agricole, sur les problèmes du GATT et aussi important. Merci à tous deux. Voyons encore rapidement maintenant les marchés financiers, les tendances de la journée avec Martine Thiébaut. On a pansé ses plaies à la Bourse de Paris après le séisme d'hier. Avec un petit gain de 0,14%, le CAC 40 affichait ce soir 2075 points. Le marché est resté sur la défensive. Sur fond de manifestations paysannes, on craint une nouvelle crise européenne à quelques jours de l'ouverture des négociations du GATT à Bruxelles.
crise qui ne manquerait pas d'affaiblir le franc et de faire remonter les taux d'intérêt. Baisse d'0,5% de Saint-Gobain qui annonce une chute de 2/3 de ses résultats au premier semestre, mais stabilité de Thomson après sa chute d'hier. Et un coup de cœur pour clore ce journal, un coup de cœur pour Oslo Bodenier qui fête ce soir ses 50 ans en dépit de tout, en dépit de la guerre qui assiège et qui affame Sarajevo, en dépit de l'épuisement physique et moral de ses journalistes. Oslo Bodenier, le dernier quotidien de Sarajevo qui continue de paraître dans les gravats comme un signe de liberté et de ténacité et qui a aujourd'hui 50 ans. Grâce à Reporters sans frontières, plusieurs organes de presse européens se sont associés pour fêter cet anniversaire. Un disque compact a été réalisé à partir du journal de guerre de la rédaction. Il est dédié aux journalistes tués dans l'ex-Yougoslavie. Vous le trouverez à la FNAC. Tout de suite, un mot du temps avec Florence Klein et puis la dernière séance continue sur France 3. Demain soir, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 23h10 pour un premier numéro de Passion de jeunesse avec monsieur Antoine Pinet. À lundi. Je les ai tous reçus sur mon plateau l'an dernier. Repère devient hebdomadaire avec un horaire plus pratique pour nous tous, dimanche 18h. Je vais les traîner avec Simone Veil, Jimmy Goldsmith, Miu Miu, de la diversité et du plaisir avant tout. La rentrée tiendra ses promesses sur France 3, croyez-moi. Dimanche 18h, Jean-Pierre Elkabbach. Repère sur France 3. La nouvelle Lancia Delta est née autour d'une idée force, mieux vous protéger. Sa technologie vous apporte sécurité, précision, maîtrise. Nouvelle Lancia Delta, signe de force. Le meilleur de Charlebois, volume 2, une heure de plaisir et d'émotion. Je vais vous poser un sujet du bac. L'information aujourd'hui, c'est savoir ou comprendre? Sur Europe 1, chaque matin, les interviews sans concession de Jean-Pierre Elkabbach à 7h40 et 8h30. Pour trouver un job plus vite, j'avais un plus. 3617 Job Plus. Vous dialoguez tout de suite avec votre futur employeur. On l'appelle Entr'acte, c'est une nouvelle émission sur France 3 consacrée à la vie de tous les spectacles. La première invitée, c'est Jane Birkin. Quant au décor, eh bien, je ne vous en dis rien, c'est la surprise de l'émission, c'est l'invitée elle-même qui le choisit. Alors si vous voulez le découvrir, eh bien, vous êtes invité vous-même, c'est lundi prochain à 22h55. 3 et les magasins Jouet Club vous présentent la météo. Bonsoir, ça y est, l'amélioration, c'est pour demain. La perturbation a quitté notre pays. Alors on voit une autre perturbation qui arrive ici, reprise dans un flux de sud-ouest. Mais en fait, ce sont des passages nuageux un peu moins organisés qu'une véritable perturbation. Donc normalement, nous ne devrions pas avoir de pluie sur la moitié sud du pays ou bien très très localement. Sur le nord, nous sommes passés en ciel de traîne avec de l'air un peu plus frais et l'instabilité va se déplacer, se décaler peu à peu vers l'est. Demain après-midi, donc tout le monde devrait voir au moins un rayon de soleil. La moitié nord verra quelques passages de cumulus, mais vous voyez dans l'ensemble c'est du très beau temps. Soleil près de la Méditerranée et sur la Corse, et sur le reste de la moitié sud, eh bien nous aurons ces passages nuageux qui donneront quand même un ciel lumineux et nous verrons un rayon de soleil de temps en temps. Les températures demain après-midi, elles seront extrêmement agréables sur la moitié sud. C'est encore l'été sur ces régions avec des températures qui iront jusqu'à 25 degrés à Marseille et à Ajaccio. Sur la moitié nord, petite hausse du thermomètre, nous nous rapprocherons enfin des normales saisonnières. Notre week-end, eh bien, nous verrons passer une perturbation samedi sur l'ouest du pays. Il y aura donc de la pluie. Le ciel va se charger à l'avant. Il restera quand même quelques éclaircies sur l'extrême nord du pays. Dimanche, ces pluies vont partir par le nord-est et ensuite nous aurons un dégradé. Nous irons jusqu'au soleil près de la Méditerranée. Lundi, toujours du soleil sur l'est et puis nous verrons l'arrivée d'un nouveau front avec une tendance orageuse et une remontée
remontée des températures. Demain, n'oubliez pas de fêter la Saint-Renaud. Si vous voulez des détails sur le temps de votre département, vous composez bien sûr notre numéro 36 68 1 2 3 4. Bonsoir à tous. France 3 et les magasins Jouet Club vous ont présenté la météo. La dernière séance avec en vedette John Cassavetes, L'homme qui tue à la peur, tout de suite sur France 3. Monsieur Cordier, homme d'affaires, expert en voyages internationaux, a accepté de tester notre nouvelle business class européenne. Ce confort, cet espace, c'est plutôt anglais, n'est-ce pas? Non, monsieur. Alors cette cuisine si raffinée, évidemment c'est français. Pas du tout. Cette parfaite organisation, ce respect des délais, mais ça ne peut être calmant. Cherchez encore. Ah oui, bien sûr. Nouvelle business class européenne Iberia. Essayez-nous, choisissez-nous. 3, 2, 1. De remis sur la Uno, et la voilà à 45 900 francs. Chez Fiat, la rentrée donne des envies de départ. Écoutez, c'est horripilant. Pourquoi ces gens dont la parole est la fonction, pourquoi ces gens, quand on leur donne un micro, ils ne disent plus rien? Mais pourquoi? Dans Mon œil, avec Jean-Luc Delarue, les gens de la télé ne font pas le voyage pour rien. Mon œil, 8h40, 9h. Alors après le petit Tex Avery que nous allons voir, la dernière séance continue avec un polar antiraciste signé par l'ambitieux metteur en scène Martin Ritt, et c'est L'homme qui tue à la peur. L'homme qui tue à la peur avec bien sûr John Cassavetes, et à ses côtés, il y a l'excellent Jack Warden qui fait le méchant de Caire, et il y a aussi Sidney Poitier. Alors Sidney Poitier, il est considéré comme étant la bonne conscience de l'Amérique libérale, voyez-vous. Il est né aux Caraïbes et c'est le fils d'une famille humble, modeste, de cultivateurs. Arrivé à New York, il va travailler comme terrassier sur les chantiers, ce qui l'amènera pendant la guerre à devenir infirmier, c'est bien logique. Et puis démobilisé, il va devenir machinot au cinéma, et puis il va se tourner vers le théâtre et être dans la troupe de l'American Negro Theater. Et là, il va être remarqué par l'excellent metteur en scène Joseph Mankiewicz, qui va l'engager pour La Porte s'ouvre, ce fameux film avec Richard Widmark. Bah, disons-le tout net, le grand succès de Sidney Poitier, c'est Dans la chaleur de la nuit de Norman Jewison, où il incarne un policier noir dans une ville du Sud complètement raciste, où même les flics sont racistes, voire le shérif Rod Steiger qui est très méchant. Et puis alors un succès énorme, c'est Devine qui vient dîner avec Spencer Tracy et Catherine Hepburn, le film de Stanley Kramer, qui posait une question très embarrassante pour l'Amérique silencieuse et profonde. Et si votre fille épousait un noir, vous vous rendez compte? Mais nous, on n'en a rien à foutre, bien entendu, ça n'a rien à voir. Alors, ensuite, en 72, eh bien, Sidney Poitier va monter sa propre maison de production, il va même passer à la mise en scène. Et ça va pas mal se passer, il va faire un succès, disons, gentil, avec l'acteur Jim Wilder, il va tourner Faut se faire la malle. Eh bien, nous, on va pas se faire la malle, on va regarder 7 minutes, enfin, quand je dis 7 comme les 7 mercenaires, bien sûr, on va regarder 7 minutes de Tex Avery. Ah, j'ai oublié d'acheter des esquimaux.